Bonjour. Alors, je m'appelle Sandrine Delacroix-Morvan, je suis responsable de la communication de Fun. Je suis ici correspondante informatique et liberté pour Fun, en liaison avec la CNIL, parce que la gestion des données personnelles est très importante pour cet établissement. Alors, je suis là pour, déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Et j'en profite également pour saluer Monsieur Charrock, qui fait partie des équipes pédagogiques éminentes qui travaillent à créer des MOOC sur Fun. Je suis là pour vous parler donc de France Université Numérique. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? France Université Numérique a été créée en 2013 exactement. Il y avait un besoin d'une plateforme mutualisée pour diffuser les MOOC. À l'origine, à la source, ce sont des enseignants-chercheurs qui ont été voir leur président d'établissement en disant il y a les MOOC qui arrivent. À l'époque, ça commençait à être diffusé largement en 2012 aux États-Unis. Moi, je souhaite mener des expérimentations pédagogiques dans ce sens. Qu'est-ce que je fais, comment est-ce qu'on s'organise, etc. Les établissements vont voir le ministère et à ce moment-là, il y a une réflexion globale sur comment est-ce qu'on fait pour mutualiser cette volonté, regrouper les bonnes volontés. Et le ministère, en juin 2013, prend la décision de créer un outil de diffusion à la disposition des établissements d'enseignement supérieur. Donc, pour faire très rapidement, la décision est prise en juin. En octobre de la même année, la plateforme est lancée et début 2014, les premiers MOOC sont diffusés. Alors, ce qui, en termes de temps ministériel, est à peu près stratosphérique. Hein, c'est très très rapide. Nous avons choisi à l'époque une solution open source. Nous avons le souhait dès le départ de garantir la confidentialité des données des apprenants. Par ailleurs, inscrit dans l'ADN de Fun est également le fait que tout ce que va récolter en données la plateforme, nous le mettons à disposition des équipes pédagogiques après anonymisation, notamment pour faire des recherches et progresser sur ce champ de recherche. Les premiers MOOC commencent en janvier 2014. Au départ, il y en a 25, 10 institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un succès dès le départ. Un an plus tard, le ministère n'ayant pas vocation à garder en son sein un service opérationnel, restitue Fun à ses adhérents et depuis 2015, nous sommes un groupement d'intérêt public. C'est-à-dire que notre conseil d'administration est composé de nos adhérents. Ah. On est parti un peu vite, il y avait le son mais il n'y avait pas l'image. Voilà. Donc en septembre 2015, 29 membres représentant 194 institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, Fun a également 15 partenariats publics et privés. Et surtout, nous, dès le départ, nous sommes sur une posture de créer un réseau autour des MOOC, des cours en ligne. Et donc, nous fédérons un réseau de 1100 concepteurs concepteurs et référents autour de la création des MOOC en France et à l'international. L'ensemble ayant pour objectif de créer des communautés de pratique et des échanges sur ce sujet. Donc, un petit zoom sur les missions, on en a deux. Fun est un dispositif mutualisé au service de la stratégie des établissements qui permettent la diffusion de cours en ligne au format de type MOOC et SPOC. Et on a également la volonté de mettre en avant une offre académique francophone à l'intérieur de notre pays, bien entendu, mais pour offrir également une visibilité à l'international. Quels sont les moyens qu'on met à disposition pour ça ? On met une infrastructure d'hébergement sécurisée, des services, des applications, des ressources numériques qui garantissent une haute disponibilité. Quand on a actuellement, on en parlera tout à l'heure, mais on a à l'heure actuelle 1 million
de comptes utilisateurs sur la plateforme, avec des MOOC qui tournent jour et nuit. Et quand on a une interruption de service, je peux vous dire que ça râle grave sur les réseaux sociaux derrière et très rapidement. Donc, on a un rôle d'animateur coordinateur de l'offre des MOOC des établissements éditeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en lien. Quand il y a une équipe qui dit nous, on prévoit de faire un MOOC sur tel sujet, et que par ailleurs une autre équipe nous a dit avoir la volonté également de faire un MOOC sur un sujet connexe, notre rôle, c'est également de les mettre en relation pour voir dans quelle mesure ils ne pourraient pas travailler ensemble ou alors se répartir les sujets de manière à avoir une imbrication et une continuité. Nous fournissons également des services éditoriaux qui bénéficient à l'ensemble des établissements éditeurs. Alors, en moyen, on assure la promotion de tout cet écosystème de la plateforme Fun. On développe la marque Fun. On a une communication au niveau de l'offre. On développe une offre de service. On inclut une certification à distance. Hein. J'en parlerai tout à l'heure, mais on a plusieurs types de validation à l'issue d'un MOOC. L'attestation de suivi avec succès, qui est un examen pas surveillé, et la certification qui est un examen surveillé en ligne. On a surtout en direction du réseau Fun, une grosse activité d'animation et de formation. Alors où je vous parle ce matin, on a dans les locaux Fun une équipe, différentes personnes de plusieurs équipes qui sont venues à Paris pour être formées. On a un plan de formation sur l'année. Et on contribue à l'expérimentation, à l'étude des pratiques pédagogiques, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos données sont ouvertes aux chercheurs sous réserve de la signature d'une convention de partenariat et d'anonymisation des données. Les chiffres d'avril 2017, qui datent de vendredi dernier, on a passé le million d'inscrits, et on est presque à 3 millions d'inscriptions. C'est quoi la différence entre les deux? Les inscrits, c'est les personnes individuelles. Les inscriptions, c'est les inscriptions au MOOC. Une personne pouvant s'inscrire à autant de MOOC qu'elle le souhaite, bien entendu. On a diffusé 297 MOOC différents, uniques, en 519 sessions différentes. Là, je vous parle juste des MOOC, pas des SPOC. Et on a 99 établissements producteurs de MOOC sur la plateforme Fun. En répartition géographique pour l'année 2016, qu'est-ce que c'est? On voit que 66% de nos inscrits sont en France et que 16% sont en Afrique, essentiellement la zone francophone. Après, on a une répartition différente, je dirais peut-être un saupoudrage, 7,5% en Europe, 1,5% en Asie, 0,5% en Océanie, 2% en Amérique du Nord et 6,5% en Amérique du Sud. Et un fait assez intéressant, c'est que la deuxième nationalité la plus présente sur la plateforme sont des Brésiliens. C'est assez curieux, mais on a énormément de Brésiliens qui ne sont pas, c'est pas un pays naturellement francophone, quoi. Alors, une petite parenthèse sur la globalité de MOOC, 90% sont en français et 10% sont en anglais. Au niveau de la croissance par mois, on a 28 000 nouveaux inscrits qui s'inscrivent à la plateforme et pour 96 000 nouvelles inscriptions. C'est lissé sur l'année 2016, ces chiffres. On a 2,5% de nouveaux établissements qui s'inscrivent par mois, 9 nouveaux MOOC et 18 sessions de MOOC qui sont rejouées en fait. Et les outils de connexion, comme vous le savez peut-être, mais on a 77% de connexion par les ordinateurs, mais avec une croissance des outils de mobilité importante, une répartition par sexe de 47% de femmes et de 53% d'hommes. Alors, un autre petit point avant qu'on rentre dans des chiffres et puis dans d'autres considérations, c'est qu'est-ce que c'est qu'un MOOC au total? Parce qu'on parle beaucoup de MOOC, il y a parfois des choses qui sont incomplètes ou incorrectes. Pour Fun, c'est un cours en ligne gratuit et ouvert à tous. Je dis pour Fun parce que sur d'autres plateformes,
ouvert à tous, et c'est des cours en ligne, mais c'est pas forcément gratuit. Hein. Sur Fun, c'est un cours qui a un début et une fin. Alors, pourquoi qu'il y a un début et une fin? Je sais pas si vous êtes un petit peu au fait de ce qui se passe ailleurs, mais sur certaines plateformes, il y a des cours qui tournent tout le temps. Sur Fun, dès le départ, nos adhérents, ce qu'ils ont voulu faire, c'est, pour eux, la conception du MOOC, c'est une rencontre entre une équipe pédagogique et des apprenants. Et donc, forcément, grâce aux outils qui sont mis en place dans le MOOC, notamment grâce au forum, au wiki, etc., il y a un dialogue. Donc ça veut dire que c'est borné. Il y a un début et il y a une fin. C'est quelque chose qui était en discussion pendant longtemps, qui va peut-être changer. On verra tout à l'heure. Sur MOOC, sur Fun, les MOOC ont une durée en moyenne de 4 à 9 semaines et il y a une construction pédagogique qui est dissociée en semaines. Il y a certains MOOC où la totalité des contenus pédagogiques sont ouverts dès le départ, mais la majorité des MOOC ouvrent semaine par semaine leur contenu pédagogique. Il y a des exercices, il y a toute une partie collaborative importante avec des forums et des wikis, j'y reviendrai. Et également, ce que je vous dis tout à l'heure, on a des attestations et des certificats. Alors, qu'est-ce qu'un SPOC par rapport à ça? Ce sont des cours en ligne, plus petits, d'accès réservé. Et généralement, qui sont joués pour un public déjà préinscrit, avec habituellement un tutorat plus important. Un accompagnement pédagogique plus intense. Alors, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de vous montrer un petit peu dans le détail en quoi consistent nos services, à la fois OpenEDX et Fun, j'y reviendrai parce qu'on a deux couches informatiques différentes. OpenEDX, c'est un logiciel open source qui évolue grâce aux apports de la communauté. On a une mise à jour mineure tous les mois, une mise à jour majeure tous les 3 mois. OpenEDX, il y a plusieurs éléments. Premièrement, il y a le studio. Dans le studio, les enseignants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils créent la structure du cours. Ils définissent les sections prérequis. Ils ajoutent le contenu, ils gèrent le calendrier du cours, à quel moment le cours commence, à quel moment il se finit, à quel moment il est ouvert aux inscriptions. Ils programment la publication des contenus, ils peuvent gérer en interne l'équipe pédagogique, donner des droits, ils définissent la notation, etc., etc. Et puis, il y a l'autre partie, celle qui est visible et accessible des apprenants, qui est le LMS d'OpenEDX. Alors, ça, c'est l'outil que les apprenants, c'est l'outil dans lequel les apprenants entrent pour accéder au cours. Cet outil propose des contenus pédagogiques. Alors là, on va les diviser en deux puisque le sujet du jour, c'est les vidéos. D'un côté, les vidéos, de l'autre côté, les autres contenus. Les vidéos, ce que l'on préconise quand on échange avec les équipes pédagogiques, dans tous nos supports, c'est de faire des petites vidéos. Mieux vaut une vidéo deux vidéos de 5 minutes qu'une vidéo de 10 minutes. Hein. On a des vidéos qui sont sous-titrées. Maintenant, les autres contenus, ce sont des textes illustrés, des graphiques à zoomer, il y a énormément de possibilités différentes. Il y a des ressources PDF, des liens, des ressources externes, des manuels, des glossaires. Il y a la possibilité aussi de lier la plateforme avec des protocoles LTI à des plateformes extérieures. Hein. Par exemple, en l'occurrence, Moodle. Donc, ce qui fait que l'apprenant, en étant informé, bien entendu, parce que là, il sort de la plateforme, peut très bien faire une partie des exercices dans Fun et à un moment donné, faire la suite dans Moodle. On a des exercices et activités, alors avec tout le panel possible, des questions à choix unique, à choix multiples, des listes déroulantes, des glissés-déposés, ça marche bien, les glissés-déposés. Les images cliquables, les champs à saisir. Alors, dans les champs à saisir, il y a des choses qui sont très utiles pour les MOOC, par exemple scientifiques, des formules moléculaires, des circuits électriques, des expressions mathématiques. Il y a des nuages de mots, des sondages d'opinion, des documents notés par l'équipe pédagogique. Alors, bien entendu, toutes ces typologies d'exercices sont disponibles par l'équipe, mais chaque MOOC est différent, puisque chaque enseignant choisit l'exercice qu'il
qu'il déploie dans son propre MOOC, tout en sachant que la vidéo est une constante et est disponible généralement, enfin toujours dans tous les MOOC. Et puis, dans les exercices un peu évolués, élaborés, plus difficiles, il y a l'évaluation par les pairs, où on demande aux apprenants d'évaluer généralement 2 à 5 autres apprenants avec une grille de notation. Et ils ont même la possibilité de s'auto-évaluer après avoir évalué les autres apprenants. La grosse partie collaborative, c'est les forums et les wikis. Ça, c'est important pour les MOOC parce que tout le monde, même si les prérequis ne sont pas très forts, tout le monde n'a pas les mêmes, ne part pas du même niveau, n'a pas les mêmes compétences. Donc, il y a un besoin d'échange, déjà entre apprenants, mais aussi avec les différentes équipes pédagogiques qui généralement également aiment bien savoir le ressenti des apprenants via ces outils-là. Alors, les forums, c'est des lieux d'échange. Ça fait aussi partie intégrante des cours. Ça peut être ajouté dans le plan de cours. Ça permet le vote sur les commentaires. Il y a des tris par sujet, par date, par catégorie, par activité récente, par vote, par sujet sans réponse, par conversation suivie. Pour l'équipe pédagogique, il y a des outils de modération aussi de ces forums qui peuvent être assez puissants. Et puis évidemment, il y a la partie wiki pour permettre l'écriture collaborative. Je pense notamment à un MOOC sur la littérature de fantasy qui marche très bien, où les enseignants, il y a plusieurs parcours internes où les enseignants demandent aux apprenants d'écrire des petites nouvelles, et il peut y avoir également une écriture comme ça en mode collaboratif. Et à la fin, on a l'évaluation, les évaluations, l'attestation et le certificat. Donc l'apprenant, lui, dans son tableau de bord, il a un onglet qui lui permet de voir où est-ce qu'il en est dans sa progression. Hein. Cet onglet, le contenu de cet onglet est visible par l'équipe pédagogique. On a ensuite, à la fin du MOOC, la possibilité pour l'équipe de proposer une validation en donnant la possibilité d'obtenir une attestation de suivi avec succès ou une certification, ou rien. Il y a certaines équipes pédagogiques qui disent « ça n'a pas de sens dans le cadre de mon cours de proposer une validation à la fin ». Je pense par exemple à des MOOC d'orientation qui ont été joués cette année pour préparer les lycéens de terminale à l'entrée dans certaines disciplines de l'enseignement supérieur, notamment en droit. Ah ça avait fait un MOOC là-dessus. Et ils n'ont pas voulu mettre ni une attestation ni un certificat parce que c'était un MOOC purement informatif qui, d'ailleurs, on n'avait pas besoin de suivre l'intégralité, mais le lycéen avait la possibilité de picorer pour, en fonction de ses sujets d'intérêt, avoir un niveau d'information suffisant pour répondre ensuite de manière plus pertinente dans ses choix APB. Alors, l'attestation de suivi avec succès, il y a une grande demande là-dessus. C'est quoi? L'attestation de suivi avec succès est délivrée à partir du moment où l'apprenant a atteint un certain seuil qui est déterminé par l'équipe pédagogique. 50% de bonnes réponses, 60, ça va jusqu'à 70% généralement. Ces bonnes réponses sont délivrées par les quiz et également un examen final. Cette attestation a deux problèmes. Premièrement, on n'est pas sûr que la personne qui répond est bien celle qu'elle dit être. Et deuxièmement, on n'est pas sûr que c'est elle qui a répondu aux questions, puisqu'il n'y a pas de surveillance. Dans la mesure où il y avait la volonté d'un certain nombre d'établissements d'intégrer des MOOC à la procédure de délivrance des ECTS, on a mis en place une surveillance à distance qu'on a externalisée via un prestataire extérieur. Lorsque cet examen démarre, il y a une personne réelle, c'est pas un robot, hein, qui prend le contrôle de l'ordinateur de l'apprenant qui passe l'examen, voit ce qu'il voit au niveau de son écran,
regarde l'apprenant via la webcam, écoute ce qui se passe dans son environnement immédiat et le surveille l'examen pendant toute la durée. Alors je vais pas me répandre là-dessus parce qu'apparemment en octobre il va y avoir une autre manifestation du CUM justement sur cette problématique-là où on pourra revenir dans le détail. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à l'issue de cet examen, il y a un PV qui est rédigé par le surveillant et ce PV est communiqué à l'équipe pédagogique qui délivre la certification ou pas et qui peut lire ce qui s'est passé. Ensuite, dans le LMS, il y a un tableau de bord pour les enseignants. Dans ce tableau de bord qui est assez utile, il y a une gestion des inscriptions au SPOC, c'est-à-dire que on peut créer un cours soit en MOOC soit en SPOC. Hein. Si le cours est créé en SPOC, à ce moment-là, l'enseignant peut, dans un champ spécifique, intégrer, je sais pas, 50, 100, 500 adresses mail. Et à ce moment-là, seules les personnes qui sont titulaires de cette adresse mail peuvent rentrer dans le SPOC. Il y a une gestion des bêta-testeurs et des modérateurs. Il y a un téléchargement possible des CSV de rapports de notes pour le suivi pédagogique. Hein. Il y a la possibilité de changement de paramètres de notation, d'échéance, de nombre d'essais. Et dans ce tableau de bord, il y a aussi un outil qui est très utilisé, qui est l'envoi de mails aux inscrits du MOOC. Ça c'est généralement l'équipe pédagogique envoie un mail par semaine pour tenir les apprenants au courant de l'avancée et puis les prévenir de ce qui va se passer. Alors, par rapport à ça, quand on a pris en main OpenEDX en 2013, au départ, le logiciel était tout jeune, hein, et nous, on avait des besoins. Enfin, c'est pas nous, c'est les équipes pédagogiques nous ont remonté des besoins. Et à ce moment-là, dès le départ, on a décidé de faire une surcouche, et donc on a procédé à un développement informatique pour offrir des services qui apparaissent seulement maintenant dans OpenEDX. Donc, on a amélioré l'interface. Comment? Eh bien, dans cette surcouche Fun, on a rajouté un thème amélioré, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur Fun, vous avez la possibilité de faire des recherches au niveau du catalogue de MOOC, par MOOC qui vont se terminer dans pas longtemps, par catégorie. Il y a plein de possibilités de recherche. Il y a un design spécifique responsive, alors que OpenEDX c'est pas responsive. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu relativement rapidement passer en responsive. On a créé un back-office, mais ça c'est pour Fun, c'est pas pour les apprenants. Dans ce back-office, nous on gère et on manage les cours et les utilisateurs. On a des infrastructures vidéo améliorées avec la possibilité. En fait, pour tout vous dire, les teasers de chaque cours sont disponibles sur Dailymotion. Mais après, les contenus des vidéos ne sont pas en mode public. Hein. Ils sont mis à disposition. Enfin, il y a un espace pour les équipes pédagogiques qui peuvent télécharger les cours, et cet espace est un espace un petit peu amélioré. Et elles sont réunies par établissement, ce qui fait que l'enseignant peut voir rapidement où est-ce qu'il en est et télécharger en toute connaissance de cause. Il y a un tableau de bord amélioré pour les équipes pédagogiques avec des analytics, des nombres d'inscrits en temps réel, une géolocalisation, la participation et la distribution des réponses aux exercices. Ça, c'est pratique. Et puis, on a des X-blocs additionnels. Qu'est-ce que c'est qu'un X-bloc? C'est un terme un petit peu barbare. C'est des kits de développement logiciel pour la plateforme EDX. Hein. C'est constitué de X-blocs. Nous, on en a développé un certain nombre. Comme on est sur OpenEDX, ce qu'on a développé, on le rétrocède à la communauté. C'est comme ça que ça marche. On a mis en place la surveillance d'examen. On a mis en place justement tout ce qui est gestion de vidéo améliorée. L'intégration de notes externes pour un exercice du cours, parce que on a eu des demandes. Il y a des équipes qui font passer des exercices sur Moodle et veulent réintégrer la note qui était obtenue sur Moodle dans le contenu du cours sur Fun pour la prise en considération dans l'attestation finale. Alors, je vais revenir un petit peu sur Fun, l'équipe. Alors, on est une petite équipe, hein, on est une vingtaine de personnes au total.
On a un réseau de 1100 référents, correspondants, concepteurs dans tous les établissements. On a une cellule d'appui qui est en prise directe avec les concepteurs, qui propose des formations, qui répond aux questions. On propose donc un plan de formation, on a des outils méthodologiques, on a des échanges de bonnes pratiques grâce à des séminaires et de temps en temps on a des événements participatifs, des MOOC Candidate, des hackathons, etc. On propose 39 thèmes pour les MOOC. Sur ces 39 thèmes, il y a 12 thèmes chapeaux qui sont les suivants: sciences, santé, droit, SHS, éducation, formation, langue, relations internationales, art et design, management, etc. Ça fait beaucoup de thématiques différentes. Et si on fait un zoom sur le catalogue, alors, je voudrais attirer votre attention sur deux choses. On a des collections d'une part, des parcours d'autre part. Qu'est-ce que c'est ? Les collections, ce sont des MOOC qui se répondent autour d'un thème, généralement fait par un établissement ou une série d'établissements en collaboration. Le plus connu, c'est la collection IFAN, enseigner et former avec le numérique. Et on a, alors, il y a enseigner et former avec le numérique, enseigner et former avec le numérique en mathématiques, en langue, etc., etc. Dans le supérieur également. Et ces MOOC sont rejoués de manière régulière. On a, je vous en parlais tout à l'heure, la collection orientation qui va s'agrandir l'année prochaine et qui a deux objectifs. Premier objectif, former les étudiants de terminale à ce que sont les études dans l'enseignement supérieur. Et là, notamment, on a les collègues de différents établissements qui ont créé des MOOC sur les sujets des formations en tension, psychologie, droit, STAPS. On a également Paris Descartes qui a créé un MOOC sur comment constituer un bon dossier de candidature pour l'IUT. Et puis, on a des MOOC qui commencent à arriver, dont le MOOC Racine de l'Université de Lorraine, pour aider les étudiants à avoir un avantage, je dirais, incontestable dès la première année des études. En l'occurrence, le MOOC Lorraine donne les bases du vocabulaire en santé, parce qu'on sait que ce vocabulaire étant constitué de racines latines et grecques, c'est compliqué pour eux dès la première année, en plus des cours, d'absorber ce nouveau vocabulaire. Donc le MOOC Racine est là pour les aider par une méthodologie et une certaine logique. Il y a Polytechnique qui va ouvrir un nouveau MOOC pour... alors, il y en a deux en chantier, il y a sur la physique et les mathématiques. Ils ne savent pas s'ils vont ouvrir les deux, mais il y en aura un des deux, pour aider les étudiants à se remettre un petit peu à niveau pendant les vacances. Et on a l'ESSEC qui va également sortir un nouveau MOOC. Bon, ça c'est des nouveautés, hein, vous en avez la primeur. Il y a peut-être d'autres MOOC qui vont arriver. Donc ça, c'est pas un seul établissement, c'est sur une même thématique des MOOC qui vont vraiment dans le même sens. Après les collections, on a les parcours. Alors là je vous présente 3 parcours. Ça tombe bien que Monsieur Charoc soit là puisqu'il fait partie il est à l'origine des parcours du langage C. Il y a le parcours sur la fabrication numérique qui est intéressant parce que, alors c'est quoi un parcours? C'est une sorte de gros MOOC qui a été divisé en parties parce que trop long. Donc autant au niveau des collections, les MOOC peuvent se faire dans le désordre, autant les parcours doivent se faire dans l'ordre. Hein, on commence par un MOOC, ensuite il y en a un deuxième, un troisième, etc. Le parcours sur la fabrication numérique est très suivi en présentiel dans les Fab Labs. C'est-à-dire que dès que il y a une nouvelle session qui démarre, dans les Fab Labs, c'est un milieu associatif, il y a un rappel et les gens viennent dans le Fab Lab et font le MOOC et ensuite expérimentent en présentiel. Il y a le parcours des processus métiers qui est assez intéressant, c'est dans le domaine des SHS, c'était fait par Lyon 3, où il y a la cartographie, l'introduction à la cartographie des processus métiers, et ensuite le pilotage des processus métiers. Et Lyon 3 a complété ces deux MOOC par un dispositif en diplôme université numérique
où les gens qui souhaitent le passer doivent valider les 2 attestations et ensuite venir en présentiel à Lyon 3, travailler sur un dossier et être auditionné pour une soutenance. Et à ce moment-là, il a le DUN. Et ce qui est intéressant, c'est que Lyon 3 a expérimenté sur son propre établissement, avec ses personnels, ce parcours-là, en formation interne. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des SPOC. On a parlé des MOOC, c'est ouvert à la terre entière. D'ailleurs, vous avez bien vu, on a un nombre d'apprenants assez important. Maintenant, qu'en est-il des SPOC ? En 2016, début 2016, on s'est aperçu de quelque chose, c'est que on commençait à avoir pas mal de SPOC qui étaient diffusés sur Fun. Alors, les SPOC, c'est pas visible. Autant les MOOC, il y a une page de présentation, n'importe qui peut se connecter en regardant sur le catalogue, il voit la page de présentation, les prérequis, le début, la fin. Bon. Les équipes pédagogiques ont la possibilité de créer des SPOC. Et à ce moment-là, il n'y a pas de page de présentation. Et ils inscrivent leurs étudiants. Et à ce moment-là, lorsque le SPOC démarre, l'étudiant, lui, il est sollicité par ailleurs, il reçoit un mail ou en présentiel, on lui dit, voilà, ça démarre à telle date, vous faites le SPOC. Il a exactement les mêmes fonctionnalités qu'un MOOC, sauf que c'est vraiment en accès restreint. Actuellement, je vous ai dit tout à l'heure, on était à 519 MOOC. On a comptabilisé sur FunMOOC 40 SPOC déjà, qui sont pas visibles, qui ont été diffusés ou qui sont en cours de diffusion. Et ce que l'on sait, et là on n'a pas de chiffres parce que c'est pas possible de les comptabiliser, on sait très bien qu'il y a des enseignants-chercheurs à l'intérieur d'un MOOC ont la possibilité de faire des cohortes et à ce moment-là intègrent leurs étudiants au sein du MOOC. Sur ces 40 SPOC, l'Institut Mines Télécom et le CNAM sont largement, se détachent largement. Ensuite, il y a l'ESSEC qui a pris le parti de créer des SPOC en collaboration avec les lycées, justement, sur son programme d'apprentissage et de présentation des enseignements dans le supérieur. Et puis, il y a des SPOC qui sont pas ciblés sur un établissement, qui font partie des compétences numériques SC2I. Donc, il y a des établissements qui demandent à leurs étudiants de s'inscrire à ces SPOC-là. Ensuite, vous voyez, il y a différents établissements, Normandie Université, Arts et Métiers ParisTech, Unicamp, etc. Donc, on en est là. 2016, on commence à avoir les SPOC qui arrivent. On sait qu'il y a un usage sur les campus, on se dit c'est peut-être le moment de faire quelque chose et on décide en 2016 de créer une nouvelle instance, une nouvelle plateforme. Et fin de l'année dernière, on a créé une autre plateforme qui s'appelle Fun Campus. Alors pour l'instant c'est pas médiatisé, ça reste un petit peu dans le microcosme de Fun, des enseignants-chercheurs. Bon, on va bientôt communiquer dessus. Cette plateforme est ouverte en septembre 2016. Actuellement, sur cette plateforme, on a 17 SPOC, en plus des 40 que je vous ai dit, je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, quel est l'objectif de cette nouvelle plateforme? Accroître la visibilité des SPOC et des établissements producteurs, ça c'est clair. Ça permet de valoriser l'activité. Ça facilite aussi le développement et la coopération des équipes pédagogiques. Là, je vais revenir sur plusieurs exemples tout à l'heure. Ça facilite le déploiement sur les campus par le développement de liens avec les SI des différents établissements. Et pour ça, on a dans les tuyaux la fédération d'identité qui sera disponible pour 2018. Et on est en train d'étudier l'interopérabilité Apogée et Cocktail. Alors, maintenant, je vais vous parler des retours d'expérience. Par exemple, on a un MOOC qui s'appelle Concept et méthode en épidémiologie du CNAM d'Arnaud Fontanet. Après avoir été diffusé en MOOC, il a été, il faut que je me dépêche, donc il a été acheté par une université vietnamienne pour l'intégrer en SPOC dans un master.
Pour le MOOC Désir d'entreprendre, il a été joué en SPOC à la demande de 4 universités marocaines qui ont voulu diffuser ce SPOC uniquement sur un public de doctorants, pour donc 4 universités, avec localisation. Ça veut dire que le contenu a été adapté au contexte socio-économique sur cette problématique de l'entrepreneuriat au Maroc. Il y a 2 SPOC de l'IMT qui ont été joués en Tunisie, principe de réseau de données et routage et qualité de service pour l'École nationale des sciences de l'informatique. Et un exemple que nous remonte Monsieur Fontenay pour son MOOC en épidémiologie, c'est janvier-mars 2014, première session de son MOOC. Il fait un nombre très honorable d'inscriptions. Avril, il ouvre les candidatures de son master et là, il s'aperçoit qu'il a 2 fois plus de candidats que d'habitude. Et dans ces candidats, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'international. À ce moment-là, bon, il regarde les candidatures, il les examine et il y avait notamment, il les croise avec ses inscrits au MOOC et il s'aperçoit que dans le lot, il y avait deux apprenants malgaches qui ont eu des résultats exceptionnels à son MOOC et il accepte leur candidature dans son master. De ce que dit Monsieur Fontenay, c'est que s'il n'avait pas eu les résultats du MOOC, il n'est pas sûr qu'il ait pris le risque de faire venir en France des gens avec tous les risques que ça comporte d'échecs, parce que quand on est très loin de chez soi, c'est pas forcément facile de rentrer dans une nouvelle pédagogie, un nouveau contexte, et donc ça a été un vif succès, heureusement. Exemple d'usage de classe inversée rapidement, l'ESPE de l'Académie de Créteil a demandé à ses étudiants de s'inscrire au MOOC IFAN, Éducation, Médias et l'Information, et ensuite ils ont utilisé ce MOOC en classe inversée. IFAN Math à l'UNS de Lyon a été... Il y a des étudiants de l'UNS de Lyon, on leur a demandé de s'inscrire à un SPOC qui était joué pour le coup, et pour les autres sessions, ils leur ont demandé non pas de faire de s'inscrire à un SPOC qu'on n'a pas refait tourner, mais au MOOC. Et ensuite, ça a été... il y a eu création de projets pédagogiques en équipe sur Via-Éduc. Le MOOC Philosophie et mode de vie a été complété par des sessions présentielles. À l'IMT, il y a eu des SPOC pour principes et réseaux de données, introduction au réseau mobile. Le MOOC AnimaFac, créé ou développé son association étudiante, a aussi été... bon là, c'est un petit peu hors contexte ESR, mais ça a été joué avec une partie présentielle. Un exemple très récent et très intéressant, d'un côté l'Université Paris Diderot et l'Université fédérale de Toulouse, qui veulent créer des MOOC en oncologie pour... à la fois évidemment une diffusion générale, mais aussi pour leur campus, pour la formation initiale. Ils s'aperçoivent mutuellement que leur sujet les intéresse et à ce moment-là, ils s'échangent leur MOOC en SPOC pour les faire tourner à destination de leurs campus respectifs pour la formation initiale dans le domaine de la santé, les IFSI, donc formation en infirmière, pharmacie et autres. Rapidement, on a lancé Fun à une petite parenthèse qui est un peu hors sujet, mais pas complètement. On a eu des demandes du contexte du monde socio-économique pour travailler avec l'enseignement supérieur pour la production de contenu, mais cette fois à destination de la création de MOOC ou de SPOC pour des entreprises. Notamment, on a conventionné avec l'Opcalim pour diffuser des MOOC et des SPOC destinés à faire monter en compétences leur personnel, notamment dans les RH. Et la conférence des ITIC et l'Institut des techniques d'ingénieurs et d'industrie avaient besoin de MOOC pour renforcer les compétences de base des techniciens afin qu'ils rentrent ensuite dans l'école des IT afin de passer les concours pour devenir ingénieur. Et également pour ça, on a créé une deuxième plateforme qui s'appelle Fun Corporate pour rendre visible un petit peu tout ça.
Les marques blanches sont des plateformes dédiées à une organisation. Il y a une autonomie éditoriale des MOOC et des SPOC. Donc ça, c'est le cran au-dessus. Autonomie éditoriale de la communication autour des cours et accès à l'intégralité des données d'apprentissage transverse pour tous les cours. Ça, on en a déployé l'ADEME, l'État du Maroc, Animat et également l'École centrale Pékin. Donc on a nos 3 plateformes. Vous connaissez notre navire amiral FunMOOC. Il y a FunCampus, FunCorporate, les marques blanches. On est dans un cloud public. On est passé d'infrastructure du CINES au cloud dans le cadre du marché de l'État de la DINSIC. Alors, je peux pas vous donner de tarifs pour les SPOC. Pourquoi? Parce que ils sont en train d'être faits. Dans les éléments actuels, quand un établissement d'enseignement supérieur adhère sur Fun, il y a 3 niveaux d'adhésion qui correspondent à une volonté en accord avec la stratégie de l'établissement sur la présence au niveau des cours en MOOC ou en SPOC. Et avec la possibilité de décliner des MOOC en SPOC, donc un nombre de SPOC variable en fonction du niveau d'adhésion. Là, on évolue. On a une évolution importante des infrastructures. On est passé dans le cloud, donc ça a un impact financier. D'un côté, avant on avait une architecture avec investissement. Maintenant on est dans le cloud avec un coût de fonctionnement qui est vraiment au plus juste de la consommation. On a une réflexion sur les nouveaux tarifs qui seront présents cet été. Donc si ça intéresse quelqu'un, on se revoit cet été. Nouvelles fonctionnalités. Actuellement, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est on fédère un projet d'innovation, un IDEFI numérique qui s'appelle FLA. Dans ces on va développer des nouvelles fonctionnalités. On fédère, on coopère avec un laboratoire qui s'appelle Charles Lutin de Paris 8, 3 startups innovantes et 10 établissements. Oui. Donc, on a des nouveaux services qu'on va mettre en place, de nouvelles fonctionnalités. Vous aurez accès au PowerPoint, dont on pourra revenir dessus. Et les nouvelles fonctionnalités que Fun va déployer de manière sûre, on va proposer les MOOC à la demande pour les équipes pédagogiques qui le souhaitent. On va avoir une application pour les smartphones. On a des modules statistiques qui arrivent. On a des DNS géolocalisés. La fédération d'identité qui arrive dans les tuyaux. Un proctoring asynchrone, la possibilité de faire des parcours ou des collections techniquement plus suivies et des fonctionnalités Teams de travail en collectivité pour les apprenants. Ça a été vraiment au pas de charge pour la fin. Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions ou on passe? Si, il y a 3 questions par ici. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous alliez offrir des diplômes, tout simplement, des formations certifiantes avec des diplômes d'État. Alors, Fun ne délivre aucun diplôme. Fun est au service des établissements qui, eux, ont la faculté de délivrer des diplômes. La mise en place de la certification fait que on peut surveiller les examens à distance. Donc effectivement, il y a un certain nombre des établissements adhérents qui veulent et qui l'ont déjà fait, qui donnent la possibilité de délivrer des ECTS à partir d'un MOOC. Hein. Ça c'est et sous réserve évidemment que la personne s'inscrive dans un parcours en présentiel dans l'établissement, puisque ça n'a pas de sens d'avoir. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas des collections de MOOC qui complètement à distance. Enfin, ça n'a pas été développé. Hein. Le CNAM fait ça, mais le CNAM c'est un petit peu dans son ADN. Hein. Mais au global, il y a un certain nombre d'établissements qui commencent à réfléchir à ça. Ouais. D'autres questions? Oui, ici. Donc c'est Rémi Charoc, donc de l'IMT. Peut-être juste une remarque sur, vous avez parlé des parcours. Donc vous avez vu qu'il y a le parcours langage C que j'ai fait et le fabrication numérique qui était l'IMT, mais en fait c'est pas implémenté sur la plateforme Fun, contrairement à la plateforme edX américaine. Je voudrais juste dire que on trouve dommage, nous à l'IMT, qu'il n'y ait pas plus de collaboration avec edX. Je reviens d'edX, j'ai été la semaine dernière. Première chose.
ils avaient les bras ouverts au démarrage de Fun, et malheureusement, on n'a pas profité de ça. Et maintenant, ça devient très cher pour accéder à edX. Bon, donc c'est la première. Et j'avais mon chef de département qui me demandait si vous vouliez peut-être collaborer avec edX, qui est donc l'instance américaine qui voudrait bien collaborer avec Fun, mais a priori, c'est pas le cas de votre côté. Et la deuxième remarque, c'est non, écoutez, on va parler que parce que vous avez dit qu'il y a les X séries, ça ne sera, c'est plus disponible. Donc en fait, c'est obsolète pour edX, c'est ce qu'ils m'ont dit la semaine dernière, et ça sera maintenant des certificats professionnels qui correspondent à des véritables petits parcours de 3 ou 4 MOOC qui permettent d'avoir après un espèce de certificat professionnel, ce qui n'est pas possible sur Fun actuellement. Oui, tout à fait. Alors, nous, on dépend de OpenEDX. Hein. Alors, peut-être que les X-séries sont périmées sur EDX, mais EDX tourne pas avec OpenEDX. Nous, si. Donc, on va attendre que les nouvelles implémentations arrivent sur OpenEDX, puis après, on en reparlera. Au niveau de la collaboration avec EDX, il y a deux aspects dans votre question. Il y a l'aspect financier et il y a l'aspect collaboratif entre équipes. Alors, l'aspect financier ne dépend pas que de Fun, ça dépend du budget de Fun qui est voté par le CA et donc nos adhérents. Donc là, je vais pas épiloguer là-dessus parce que déjà c'est pas de mon ressort, mais plutôt de la gouvernance. L'aspect collaboration, en fait, pour tout vous dire, on est en discussion avec eux. Mais là-dessus, je vais pas m'étendre non plus. On a eu des propositions. On est en réflexion et il y a peut-être quelque chose qui va se faire. Donc voilà. On espère. Autre chose ? Oui. Oui, bonjour, Christophe Bansard, Université de Nice. Alors une remarque par rapport au retour d'expérience sur le SPOC, donc qui a permis de faire émerger les étudiants. Donc c'était un des arguments autour des MOOC au départ du sourcing, de trouver des étudiants très excellents au niveau international pour les attirer vers les masters. Donc il semblerait que dans ce cas-là, ça a marché, donc c'est heureux. Et une question plus particulière qui est liée aussi au SPOC, comment vous gérez la monétisation, comment le fait le CNAM, c'est-à-dire comment se positionne Fun par rapport aux frais d'inscription et à l'université derrière qui va former à travers les SPOC. Est-ce que c'est vous qui gérez ou est-ce que... Alors, il y a plusieurs choses. Sur Fun Campus, la diffusion, et d'ailleurs sur Fun MOOC, quand les SPOC étaient non visibles, ça fait partie de l'adhésion. Au niveau de la diffusion, hein. Au niveau des apprenants, dans ces deux, sur Fun MOOC, l'apprenant ne paye rien. C'est les établissements qui payent en fonction de leur niveau d'adhésion. Il y a la possibilité de faire rejouer les MOOC en SPOC, etc. Donc là, les tarifs sont connus. Au niveau des apprenants, que ce soit sur Fun MOOC et Fun Campus, ils payent rien. Sur Fun Corporate, par exemple, on a diffusé, Polytechnique a diffusé un SPOC, non pas pour une entreprise, mais à destination des salariés, dont le titre était apprenez à négocier votre rémunération. Voilà, tout à fait. Je vois que certains sont intéressés. Et donc là, effectivement, il y avait un coût d'entrée par apprenant. Ceci dit, sur Fun Campus et Fun MOOC, il n'y aura pas de monétisation. C'est une question d'adhésion, quoi. Alors, dernière question. En fait, là, donc, bonjour, Philippe Razak du CNAM. Donc en fait, je voulais poser une question sur le modèle économique de Fun. Oui. Donc en fait, là, il est largement gratuit. Donc par exemple, Coursera aux États-Unis a abandonné le modèle gratuit, donc c'est toujours payant. Est-ce que vous allez donc réfléchir sur un modèle payant ou alors des diverses façons de pouvoir donc diffuser donc l'offre des MOOC? Voilà. Alors, Fun est un petit peu un ovni dans les plateformes mondiales, hein. On est au service de nos adhérents. Notre conseil d'administration, c'est l'enseignement supérieur, issu de l'enseignement supérieur. Notre modèle économique dès le départ repose sur des données publiques
Et quand on est devenu un groupement d'intérêt public, notre budget a été constitué à la fois des cotisations, des adhésions avec nos 3 niveaux, plus une dotation du gouvernement, enfin ministérielle. Au niveau du développement des ressources propres, parce que ça c'est le sujet. Premièrement, il y a la certification. Certification, c'est pas un objectif de développer la certification à tout va pour des questions financières, mais ça nous aide un peu. Et surtout, ça va être rétrocédé en partie aux établissements. C'est payant, la certification aussi, parce qu'on externalise le système et qu'il faut payer le prestataire. Donc actuellement, une certification sur Fun, c'est la seule chose qui est payante, c'est aux alentours de 60 €. C'est entre 60 à 100 €. C'est d'ailleurs dans ce créneau-là qu'a été proposé le SPOC sur Fun Corporate pour la négociation salariale. Au niveau des développements d'autres fonctionnalités commerciales, c'est un peu compliqué parce qu'on est un groupement d'intérêt public, on n'est pas une société commerciale. Donc il y a une réflexion là-dessus qui est effectivement en cours. Les autres plateformes, Coursera en tête, sont en train de verrouiller effectivement leur modèle de manière à récupérer plus d'argent. FutureLearn également, dans la plateforme anglaise. Alors FutureLearn a un autre problème, c'est que leurs dotations font comme neige au soleil, donc ils sont obligés de vraiment développer leurs ressources propres. Il y a beaucoup de plateformes qui vendent des services de tutorat. Il y a des ventes de services additionnels comme ça. On sait que Coursera monétise les données personnelles de leurs apprenants. C'est une manière de rapporter de l'argent. C'est pas du tout notre optique. Nous, en tout cas sur FunMOOC, ça le sera pas. On n'est pas parti dans cette logique et dynamique. Après, il y a une réflexion, oui, qui se passe et bon, vous verrez peut-être certaines choses se passer l'année prochaine. Donc voilà. Bon, encore merci à Sandrine Delacroix-Morvan.